Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce moment sur votre chaîne de télé pour votre émission en compagnie des étudiants des grandes écoles et universités de Burkina Faso. Votre émission est intitulée Entreprendre. Entreprendre est une émission qui met en lumière des modèles de réussite africains afin d'impacter notre jeunesse. Au menu de cette émission, nous aurons donc des conseils, des entretiens et bien sûr des business plans que vous allez suivre avec nous. Sans plus tarder, je vous emmène à la découverte de notre invité du jour. Il a seulement que 24 ans et est à la tête d'une entreprise qui aujourd'hui brasse des centaines de millions par an. En l'espace de quelques années, à la tête de son entreprise, il est aujourd'hui l'une des figures incontournables de la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, nous allons en Côte d'Ivoire à la découverte de Ben Aziz Konaté et voici son portrait. À 24 ans, Ben Aziz Konaté force l'admiration. Avec un capital de 60 000 francs CFA, il compte depuis quelques années parmi les jeunes chefs d'entreprise les plus influents de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, sa vie professionnelle n'a pas été un fleuve tranquille. Titulaire d'une licence en finance et d'un master en management des affaires, a exercé diverses activités. D'aide-maçon sur des chantiers, à gérant de cabine téléphonique et bien d'autres activités, ce jeune modèle a réussi à se créer sa start-up Volaille d'Or. À ses débuts, avec 50 poussins, ce jeune entrepreneur a réussi à braver plus de 7 échecs et imposer sa marque dans le monde des affaires. Employeur aujourd'hui de 17 personnes permanentes, il a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA en 2017. Depuis 2018, il est devenu une référence dans la production, la transformation et la distribution de la volaille fraîche, abattue, emballée et livrée frais le même jour, à sa clientèle qui raffole de ses produits. Jeune modèle, son expérience lui donne plusieurs distinctions comme le Grand Prix du patronat ivoirien Business Plan compétition sur 687 start-up ivoiriennes. Pour son dévouement au changement de mentalité de la jeunesse à travers de nombreuses conférences et son impact sur la jeunesse avec son entreprise florissante, il obtient le prix Excellence du meilleur chef d'entreprise jeune de la Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. À force de persévérer, Ben Konaté en 2017, le jeune entrepreneur est admis au programme nigérian Tony Elumelu. Il fait partie de 1000 entrepreneurs choisis en Afrique pour se rendre en Afrique du Sud. Au pays de Nelson Mandela, il réussit brillamment à défendre sa vision et son projet. Il devient alors lauréat du prestigieux prix Anzisha Prize, sponsorisé par la fondation Mastercard, devant plus de 800 startups africaines. Il est déclaré alors meilleur jeune entrepreneur africain de moins de 22 ans et paraît en 2018 dans Forbes Magazine américaine et parmi les 30 jeunes africains les plus prometteurs. Adulé par la jeunesse ivoirienne et africaine, Ben Konaté nourrit un grand rêve, développer son entreprise, en avoir 10 avant 30 ans et être milliardaire pour montrer aux jeunes que c'est possible par le travail et la volonté d'être parmi les grands du monde. Allons à la découverte de ce jeune entrepreneur qui a su marquer de son empreinte le monde des affaires. Il n'hésitera pas à partager avec nous ses expériences, sa vision de l'entrepreneuriat, mais également comment s'imposer dans le monde des affaires, même en étant jeune. À présent, amis téléspectateurs, accueillons donc notre invité, Abdulaziz Konaté. Abdulaziz Konaté, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amabilité de partager cette émission en face de cette jeunesse avec nous. Et vous êtes à la tête d'une entreprise qui brasse, qui a un chiffre d'affaires de pratiquement 100 millions par an. C'est une réalité. Oui, un peu plus. Un peu plus d'ailleurs. Alors, comment on arrive à monter une entreprise qui aujourd'hui en fait brasse des centaines de millions par an, étant tout jeune? Oh, il faut dire d'abord que ce montant-là, c'est rien pour l'entrepreneuriat. D'accord. Quand vous dites 100 millions par an, c'est 10 millions par mois. D'accord. Voilà. Oui. Et quand on parle de chiffre d'affaires, c'est de l'argent qui tourne. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pas un mythe. D'accord. L'objectif ici, c'est de pouvoir dire aux jeunes que ces gros montants, en fait, ce n'est pas un mythe. Oui. C'est quelque chose qui est facile à atteindre à force de travail. D'accord. Voilà. Alors, mais c'est vrai que vous partez de rien tout de même. Vous partez de rien pratiquement. Oui, tout a démarré à partir de 60 000. 60 000 francs CFA. Il y a 7 ans. Alors, le secret, c'est quoi? Le secret, oui, c'est la vision. D'accord. La vision, l'ambition d'être leader du domaine. Oui. Voilà, dans mon pays et attaquer la sous-région. Et c'est de rêver grand. D'accord. Voilà, le secret, c'est d'avoir une organisation, de travailler d'arrache-pied, voilà, de toujours
voilà, faire un programme, avoir une vision à court, moyen et long terme et de travailler pour l'atteindre. D'accord. Alors, c'est vrai que vous partez, comme je le disais tantôt, de rien, mais tout de même, ce sont des petits métiers, en fait, que vous allez faire au quotidien, qui vont vous amener, en tout cas, à trouver ces 60 000 francs CFA-là pour lancer votre business. Oui, effectivement. J'ai démarré avec 60 000, mais ces 60 000, je les ai obtenus à travers l'aide maçon sur des chantiers. D'accord. La vente d'igname au marché. Voilà, j'ai fait la cabine téléphonique. Oui. Et je me rappelle même encore que quand je vendais des ignames au quartier, au marché du quartier, quand les amis passaient, je disparais. On ne sait plus qui vend les ignames. Mais après, c'est de petites activités qui m'ont permis d'avoir le fonds nécessaire pour démarrer. D'accord. Et moi, j'estime que si je n'avais pas fait ça, qu'on m'avait remis de l'argent pour le faire, c'est clair que j'allais pas être à ce stade aujourd'hui. D'accord. Donc, 60 000, j'ai démarré, j'ai appris sur le terrain, j'ai compris le business et j'ai commencé à rêver grand. Voilà. Alors, 60 000 francs, vous décidez d'investir. En fait, vous choisissez un domaine, en fait, qui est le domaine de l'élevage, en fait, le domaine avicole, qui est, en fait, comment vient ce choix? Un reportage que j'ai vu sur la chaîne de télévision ivoirienne qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer la volaille. D'accord. Donc, je me dis, ah tiens, si on continue d'importer, ça veut dire qu'il y a de la place. On peut investir dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas chose facile. Absolument. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais le déclic déjà est venu de là. Et j'ai vu que c'était une bonne activité, c'était rentable. D'accord. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas investir dedans, rêver grand, en me basant bien sûr sur le leader du marché. D'accord. Parce que mine de rien, le leader du marché, il vend du poulet. Absolument. Voilà. D'accord. Et au fur et à mesure, vous allez développer donc votre entreprise? Bien sûr, au fur et à mesure, on développe des stratégies commerciales, de positionnement surtout, pour pouvoir nous hisser à la première place dans quelques années. Donc, ça n'a pas été facile. Oui. On a tout de suite démarré avec une production de 50 poussins. D'accord. Voilà. Et alors qu'on m'avait fait un business plan de 2 millions. Donc, je regarde, je dis, mais ça, je ne vais pas l'avoir. J'ai 18 ans, je viens à peine d'avoir le bac. À quel moment je vais avoir 2 millions pour démarrer un business? Donc, c'est comme ça que par des petites activités, je réunis 60 000 francs et je comprends tout de suite qu'il faut démarrer avec un carton de poussins, 3 sacs d'aliments. D'accord. Ça démarre comme ça. Volaille d'or est né. Et je me rappelle même encore que la petite ferme dans laquelle je produisais, en fait, c'est des briques que j'ai prises sur le chantier où je travaillais, que j'ai demandé. J'ai acheté la bâche noire pour mettre sur le sol et j'ai entreposé. Il n'y avait même pas de ciment dessus. D'accord. Voilà, j'ai entreposé les briques, j'ai fait des ouvertures pour que l'air puisse passer. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Tout doucement. Au bout de 21 jours, la cage s'est ouverte pendant la nuit et le chien a tué la moitié des poussins. Ça ne s'applaudit pas, hein? Ça ne s'applaudit pas du tout parce que c'est une période très difficile pour un entrepreneur. Ça a été le premier coup dur. Oui. Le premier coup dur, j'ai regardé les poussins et je me suis dit, j'ai tout appris sur Internet. J'ai fait la finance comptabilité, mais j'ai appris l'élevage sur Internet. Je suis allé sur des fermes pour apprendre, pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Mais si aujourd'hui, j'ai réussi à faire 21 jours, ils sont devenus un peu poulets, c'est que je peux continuer. D'accord. Et là, il y a mon père qui me dit, prends ça comme une expérience. Donc, je suis resté assis pendant 2 heures de temps. Ça me faisait très mal. Bien sûr. Mais je continue. Oui. Et le reste des poulets réussit. Je les vends aux voisins. Donc, j'étais tout content. Je relance la bande. C'était une perte. Alors, à ce moment, tu vends aux voisins, tu récoltes combien? C'est-à-dire le premier business, en fait, quand même, tout de même. En fait, le premier business, c'était une perte. Oui. J'ai récolté moins de 60 000. J'ai récolté autour de environ 30 000. J'étais à 28 000 par là. Oui. Donc, c'était une perte totale. Absolument. Il me fallait repartir. Pour repartir, j'ai dû arrêter la cabine téléphonique que je faisais. D'accord. Donc, utiliser le fonds de commerce. J'ai vendu les téléphones. D'accord. Et je reprends l'activité. Deuxième coup dur, les installations que j'avais faites ne tenaient pas. D'accord. Donc, l'eau rentrait à chaque fois. On était en saison des pluies. Oui. L'eau rentrait à chaque fois, ça n'a pas réussi. J'ai tout perdu. Oui. Et les poulets étaient tellement petits que j'ai partagé. En fait. Voilà. Et je me suis dit, il faudrait que cette fois-ci, je reparte sur de très bonnes bases. D'accord. Donc, pendant 8 mois, je trouve un ami qui a de l'espace chez lui à la maison. Et je lui dis, on va construire un petit bâtiment qui peut prendre au moins 200 poulets.
Je lui explique le projet, voici comment on va vendre, voici la stratégie dans quelques années, voici le stade auquel on sera. On fait 50-50. Oui. Je fais tout. Tu as le terrain, voilà. on cotise 50-50 pour faire les travaux et on démarre. Donc, je me suis retrouvé tout de suite en train de chercher, en train de vendre mon projet en fait à un partenaire parce que je voulais repartir sur de bonnes bases. Oui. Donc, on démarre. Lorsqu'on a 10 000, 20 000, on va acheter des briques, on va acheter des paquets de ciment. Oui. On a 10 000, on appelle un maçon, vient travailler aujourd'hui, il fait un peu. Donc, pendant 8 mois, on a construit un bâtiment qui d'à peine 300 000 francs. Oui. Pendant 8 mois. Donc, je me rappelle même encore que c'était tellement serré qu'on était obligé de prendre, lorsqu'on partait acheter les chevrons, il n'y avait pas le transport. Bien sûr. Donc, je suis arrêté devant, les chevrons sont sur mon épaule, il est derrière. Et lui, il est derrière. On transporte pour aller déposer. Oui. Donc, lorsqu'on a construit le petit bâtiment, pendant 8 mois, on reprend l'activité. On fait du porte-à-porte chez les ménages. Donc, je demande, bonjour maman, c'est un jeune du quartier. À combien est-ce que vous achetez vos poulets? Est-ce que vous avez l'habitude de consommer du poulet? Où est-ce que vous l'achetez? En d'autres termes, je faisais l'étude de marché. Absolument. Et les gens me disaient, on a l'habitude d'acheter le poulet dans les grandes entreprises parce que c'est proche de nous et tout. Et nous aussi, on a l'habitude d'acheter le poulet au marché. Pourquoi est-ce que vous achetez le poulet au marché? Parce que c'est frais. Qu'est-ce que vous n'aimez pas au marché? Bon, souvent, les poulets, même, ils sont malades, on leur donne médicaments, et puis quand on vient acheter, on tue ça pour nous donner même. On ne sait pas d'où les poulets viennent. Bien sûr. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les grandes entreprises, quels sont les avantages? Ils ont des points de vente un peu partout. On a l'assurance au moins de la qualité. On peut acheter ça en rentrant à la maison. Mais, lorsqu'on achète le poulet, souvent, qui est congelé ou surgelé, ce n'est pas le même goût. Bien sûr. Il y a des odeurs de conservation. On ne sait pas quand est-ce que le poulet a été abattu. Ça ne nous arrange pas. Non, on préfère acheter le frais. D'accord. Donc, je regarde aussi les statistiques qui disent que 80% de la production nationale est vendue dans les marchés. Donc, ça veut dire que les gens préfèrent consommer le poulet frais. On abat ça sur place pour leur remettre. Donc, je rentre dans ce domaine-là. D'accord. Je leur dis, maman, vous avez l'habitude de manger combien de poulets? 5 poulets par mois. Achetez un seul avec moi. Vous allez voir. Le poulet que vous avez l'habitude d'acheter à 2500, moi, je vous le vends à 2200. D'accord. Elle dit, mon fils, c'est sûr. Je dis, oui, maman. Donc, on a commencé la production chez l'ami. Et je me réveillais à 4 h du matin pour aller m'occuper des bêtes, tout, avant d'aller au cours. D'accord. Donc, 4 h, 6 h, c'était mon temps de travail. À partir de 6 h, je vais me laver et prendre la route pour l'école. D'accord. Donc, tout ça, je l'ai fait avec lui. Et on a pris les commandes des poulets avant même que les poulets ne soient arrivés à terme. D'accord. Donc, maman, tant je veux 2 poulets. Maman, tant je veux 4 poulets. On avait 100 poulets quand on a repris. Et tous les 100 poulets étaient déjà commandés. Avant qu'ils ne soient à terme. Avant qu'ils ne soient à terme. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient encore poussés, c'est en ce moment que nous, on prenait les commandes. D'accord. Donc, lorsque les poulets sont arrivés à terme, au bout de 35-40 jours, nous-mêmes, on plume les poulets, on les met dans des sachets, on regarde la liste des clients et on va livrer dans le quartier. Tout de suite, les clients sont satisfaits. Ah, mais tiens, c'est gros, hein? Et puis, c'est bien frais, vous venez à peine de tuer pour nous donner. Bon, envoyez-moi 4, donc on dit non, maman, c'est fini. C'est fini, malheureusement. Tout a été commandé. Donc, ça a été un boost, une motivation. Et moi, automatiquement, je lui ai dit, là, on a vendu, on a eu 60 000 de bénéfices. On a fait 100 poulets. On avait dépensé au total 140 000 et on a vendu 200 000. On a eu 60 000 de bénéfices. Et je lui ai dit, les 60 000, ça fait 30 000 chacun. Imagine-toi qu'on multiplie ça par 10. Ça fait 300 000 chacun. Le jour où on arrive à multiplier ça par 10 encore, ça fait 3 millions chacun. Tu es sûr qu'on va aller demander de l'emploi quelque part? Non, on s'auto-emploie. Donc, voici notre vision. Bien sûr. On travaille à multiplier au fur et à mesure. Donc, on a réinvesti les 200 000 et le mois qui a suivi, on a gagné encore de l'argent. Et je faisais le maître de maison et on réinvestissait à chaque fois. Bien sûr. Donc, on nous avait donné l'espace pour 2 ans. On a travaillé pendant 5 mois. Donc, à partir du 2e mois, on a commencé à gagner à peu près 60 000 chacun par mois.
D'accord. Donc je me suis dit, bon, en tant que jeune qui a 18 ans, 60 000 par mois déjà, bon, c'est même pas ce que je vais faire avec. Donc je réinvestissais à chaque fois, jusqu'à ce que le bâtiment soit plein. On était à 200 poulets. Après avoir vendu les poulets, 5 mois après, on nous a demandé d'arrêter. Donc alors qu'on nous avait donné l'espace pour 2 ans. Oui. Donc ça a été un autre coup dur parce que il a sa mère qui voulait entrer dans le business et tout. D'accord. Donc on devait diviser maintenant le bénéfice par 3. Donc les pressings comptables ne disaient pas ça. Donc après ça, j'ai recréé l'entreprise. Donc j'ai tout abandonné. Je suis allé, j'ai trouvé une ferme et j'ai recommencé à zéro. Je dormais sur la ferme même pour ne pas qu'on me vole les poussins. D'accord. Et jusqu'à ce que je puisse prendre 1, 2, 3, jusqu'à aujourd'hui 17 employés. D'accord. Et on est passé de la livraison en sachet, en brouette, aujourd'hui en véhicule. On a des fourgonnettes de livraison, on a des motos de livraison. Et on a réussi à mettre en place un système qui permet d'avoir des bases de données clients. Donc, qui permet d'avoir des ménages partout dans la ville qui se font livrer gratuitement tous les mois et avec des produits abattus, emballés, livrés de même jour. D'accord. On a également mis en place des points de vente, de distribution où le client peut entrer, voir ses poulets dans une cage et avoir une machine de plumage qui plumé 10 poulets par minute. Donc il dit je veux 2, 3, 4 poulets, il voit quelqu'un qui prend le poulet, qui abat le poulet, qui le met dans de l'eau chaude et ensuite met les 10 poulets dans la machine qui enlève toutes les plumes en moins d'1 minute et emballé et remis au client frais. Et il a la possibilité de venir voir ça en ferme. Voilà, il a la possibilité de venir voir ça. En fait, on a créé des points de vente modernes dans la ville où le client peut entrer et acheter son poulet de cette façon-là. Ou bien rester chez lui et se faire livrer gratuitement, quelle que soit la quantité. D'accord. Donc, alors, on se rend compte que c'est véritablement un parcours de combattant aujourd'hui, en fait, avant d'arriver aujourd'hui à la tête de cette entreprise aussi assez florissante aujourd'hui. Et c'est une entreprise aujourd'hui, en fait, qui est reconnue au-delà même, en fait, des frontières de la Côte d'Ivoire, puisque vous avez glané différents prix et vous avez été cité en exemple par Force Magazine. Oui, par Force Magazine en 2018, parmi les 30 jeunes Africains les plus prometteurs. Donc, ça a été vraiment un honneur pour moi. Quand on sait que Force Magazine ne parle que des grandes figures. Quand même. Et voilà, donc, on a eu également plusieurs autres prix. Notamment en Côte d'Ivoire, le prix du patronat ivoirien, de la Business Plan Competition sur 687 entreprises, start-up ivoiriennes en 2016. Ensuite, le prix Excellence du meilleur jeune chef d'entreprise de Côte d'Ivoire par le président de la République. Et puis, après ça, j'ai été représenter la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud pour les Anzisha Prize. Donc, c'était les prix du meilleur jeune entrepreneur africain des moins de 22 ans. Bien sûr. Et nous étions 831 start-up africaines qui embauchaient au moins 5 personnes. Et il se trouvait que moi, en ce moment, j'étais déjà à 12 employés. Donc, lorsque j'ai été là-bas, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Parce que on voit toutes sortes de projets. Bien sûr. Et on se dit, mais attends, est-ce que ce que je fais là même... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et après, on s'est dit que, en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le projet, c'est le porteur de projet. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est celui qui réussit à créer de la valeur ajoutée, qui réussit à créer quelque chose pour son entourage, pour son environnement, et qui est capable de rêver et de réaliser son rêve. Bien sûr. Voilà, donc on a lutté, on a fait des pitchs, et par la grâce de Dieu, j'ai été primé. Du premier prix du meilleur jeune entrepreneur africain en 2017. Public, ça s'applaudit. Alors Aziz Konaté, tu rappelles que tu es donc notre invité dans le cadre de ce numéro de notre émission Entreprendre. Les jeunes sont avec nous, des étudiants qui ont également envie, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Ils ont des questions à te poser. D'autres veulent emboîter tes pas. Tu auras la possibilité de répondre à leurs questions tout de suite. Merci téléspectateurs d'être en notre compagnie. Voici à présent la rubrique Questions d'entrepreneuriat. Question d'entrepreneuriat, donc, donne la parole à nos invités, bien sûr, qui sont à nos invités, bien sûr, à notre public. Et vous aurez la possibilité donc de poser des questions à notre invité, qui, je le rappelle, est Aziz Konaté. Alors, nous allons donner la parole à Compaoré Rachidatou. Elle est du lycée de la jeunesse pour sa question. En tant qu'entrepreneur, comment agissez-vous
devant une concurrence? Oui. Entreprendre déjà, il faut savoir que la concurrence en entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la concurrence nous permet de toujours s'auto-évaluer. D'accord. Donc moi, par contre, au niveau de la concurrence, il faut appliquer la veille concurrentielle. Donc en tant qu'entrepreneur, oui, il faut se dire que j'ai toujours cherché à savoir les innovations que la concurrence met en place. Parce que c'est une compétition. D'accord? Une compétition parce que lorsque vous êtes entrepreneur, bien sûr, vous avez toujours pour rêve d'avoir le premier rang. Donc, toujours voir les offres concurrentielles et se dire que ce n'est pas la fatalité, en fait. Oui. Voilà. Je fais ça. Aujourd'hui, on se rend compte que souvent dans le quartier, quand une dame commence à vendre du jus, toutes les voisines commencent à vendre du jus. Du jus également. Et puis elles se plaignent, non, mais ça ne marche plus parce que les voisines... Non. La concurrence permet d'innover. D'accord. Tout le monde fait pareil. OK, j'apporte une valeur ajoutée pour moi. D'accord. Ainsi de suite. Donc, voici un peu la valeur et la concurrence. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. En tout cas, belle réponse. On va à présent donner la parole à Traoré Abdul Wali de l'IST également, qui a une question à poser à notre invité. Ma question concernera certainement quelles ont été vos motivations et les difficultés les plus pertinentes à rencontrer durant votre parcours. Et j'aimerais aussi vous demander comment on peut approcher plutôt vos LIDAR pour plus d'informations. Parlons déjà des difficultés. En termes de difficultés, moi je peux dire que les difficultés, il y en a toujours. D'accord. Voilà, il y en a tous les jours. Et on ne peut pas se dire que je vais entreprendre et tout va se passer bien. Okay. Non. Les difficultés, c'est monnaie courante en entrepreneuriat. D'accord. Et l'entrepreneur, son but, c'est de pouvoir relever tous les défis. D'accord. C'est ça, en fait, le rôle de l'entrepreneur. Souvent, quand on est dans une entreprise, les salariés ils sont à l'aise à la fin du mois. Mais souvent, une entreprise, à la fin du mois, elle n'a pas atteint le résultat nécessaire pour pouvoir payer ses salariés. Bien sûr. Et c'est le chef d'entreprise seul qui endosse cette responsabilité-là et qui, lui seul, est en train de réfléchir aux solutions. Un, pour payer son personnel. Deux, pour pérenniser son entreprise de sorte à ce que le mois prochain ne soit pas comme le mois d'avant. Oui. Donc, c'est une question de mentalité. D'accord. Voilà. Moi, en termes de difficulté, ma première difficulté, comme je l'ai dit, mes poussins sont morts à 21 jours. Oui. Ça a été ma toute première difficulté. Ensuite, la deuxième, c'est lorsque j'ai eu un relâchement au niveau de mon personnel. Et ce relâchement-là m'a valu 100% de perte, je dirais. Et j'ai tout perdu en ce moment. J'ai dû recréer l'entreprise encore. Oui. Tout simplement parce que le personnel n'a pas fait le travail comme il fallait. Et j'ai tout perdu. Donc, j'ai redémarré encore à zéro avec le peu qui restait. Oui. Avec les clients. Donc, on a les clients, on n'a pas les produits, on crée, on innove, on a des partenaires. Et au fur et à mesure, je pourrais dire que ces difficultés-là nous permettent, en fait, de les éviter. Ça peut vous arriver une fois, mais pas deux. Pas deux. Voilà, en fait. À présent, nous allons écouter Sawadogo Priscilla. Il est de l'ISIG. Ma question, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Konaté pour le plaisir qu'il nous offre, à savoir pouvoir échanger avec des personnalités d'envergure comme lui. Maintenant, ma question est à savoir, quelle politique de fidélisation de la clientèle avez-vous adoptée dès la création de votre entreprise? Et actuellement, comment est-ce que cette politique-là se développe? Comment cette politique se comporte dans l'entreprise? En termes de politique de fidélisation, on a opté tout simplement pour la familiarisation. C'est-à-dire quoi? En Afrique, les gens sont beaucoup émotionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de créer une relation de famille entre le client et l'entreprise. Tout simplement, comment? Aujourd'hui, Volaidor a des bases de données clients. J'ai répété qu'on a fait du porte-à-porte. Et ce porte-à-porte-là, je prends un exemple, Madame Ouedraogo, par exemple, qui habite dans telle cité, à la villa peut-être 20, d'accord, veut 5 poulets tous les mois, un plateau d'œufs, etc. Donc, Madame Ouedraogo se fait livrer son poulet frais chez elle à la maison gratuitement, sans frais de livraison. Et au-delà de cela, c'est que le service commercial appelle Madame Ouedraogo la semaine
qui suit pour lui demander si elle était satisfaite de son produit, oui. De sa livraison, mais également les recommandations qu'elle a à faire pour nous améliorer. D'accord. On a également la date d'anniversaire de Mme Ouedraogo, où elle reçoit un message pour lui souhaiter joyeux anniversaire. D'accord. Pendant le service commercial, par exemple, le service après-vente, une fois, par exemple, moi j'ai appelé une cliente et elle m'a dit, c'est vrai, vous avez livré le poulet, mais je n'ai pas encore mangé. Et elle dit, pourquoi? Elle dit, ah, mais ça fait une semaine que je suis à l'hôpital. Donc, c'est à la maison même qu'ils ont pris. Moi, je n'ai même pas encore mangé, je suis encore à l'hôpital. Oui. J'ai dit, ah, ok, vraiment pauvre établissement de la part de l'entreprise Volaille d'Or. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un poulet, on l'a cuisiné, oui. On a fait une soupe, oui. Et on allait déposer ça chez elle avec une carte de la part de l'entreprise Volaille d'Or pour vous souhaiter prompt rétablissement. Bien sûr. Et tout de suite, cette relation-là, dès que la dame est sortie de l'hôpital, elle était tellement contente, elle nous a envoyé des dizaines de clients, tout son entourage. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça, par contre, qu'on a commencé à lancer Volaille d'Or Foods. D'accord. Donc, tout de suite, on est rentré dans le repas, maintenant. D'accord. Et ça part de comme ça. Oui. Tous nos clients, on a une base de données de tous nos clients et on sait exactement où ils habitent, leurs contacts et ce qu'ils pensent de l'entreprise. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà donc pour ce qui est de la question donc, de Priscilla. On va à présent écouter Lompo Aline. Elle est de l'IST. Monsieur Ben Aziz Konaté, tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs. Monsieur Konaté, comment entreprendre à partir de 0 francs? Et comment réussir son éducation financière? Très belle question. Hein? C'est assez difficile quand même. Hein? Non, oui. C'est pas difficile. D'accord. C'est une très belle question parce que, en fait, moi-même, je viens de là. Oui. Voilà, jusqu'aujourd'hui, Volaille d'Or n'a pris aucun financement. D'accord. Donc, on n'a pas de crédit bancaire. D'accord. Et c'est pour dire que ce sont des choses qui sont certes nécessaires, qui viennent avec le temps, mais pour répondre à sa question, entreprendre à partir de 0, on va prendre un exemple très simple. D'accord. Supposons que vous vouliez ouvrir un restaurant. D'accord. Vous voulez ouvrir un restaurant et on se retrouve dans le sens où quelqu'un d'ordinaire va dire j'ai besoin de payer la caution d'un magasin, j'ai besoin d'acheter magasinière, j'ai besoin de tout le matériel qu'il faut pour ouvrir mon restaurant. Mes tables et chaises pour que les gens viennent s'asseoir. Et puis moi je dis, moi je vais entreprendre, je vais ouvrir mon restaurant à partir de rien. Et je vais voir un restaurant qui fait déjà ce que je veux faire. Je lui dis, bonjour monsieur, je suis Miss Tan et je travaille dans une entreprise. Oui. Nous avons un personnel d'au moins 100 personnes. Et là, on m'a envoyé pour faire une prospection des meilleurs restaurants pour voir dans quelle mesure on peut se faire livrer la nourriture tous les midis. Oui. Pour le personnel. Quelle est votre carte? Quels sont les avantages que vous pouvez nous faire? Donc, peut-être que le poulet que lui vend dans son restaurant déjà prêt à 2500, il va dire, bon, si je dois vous livrer 100 plats tous les midis, je vous le vends à 2000. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bon alors. Les plats sont de qualité parce que c'est un restaurant qui existe déjà, le personnel est déjà formé et tout, et vous exigez la qualité. D'accord. Ensuite, vous prenez 10 amis, bon, disons 5 amis ou 10 amis de votre classe. J'ai un projet, voilà, et on va aller dans des entreprises. Chacun de nous va chercher 2 personnes dans son entourage. Ça peut être l'ami de papa, ça peut être l'ami de maman, ça peut être, voilà, ainsi de suite, pendant vos temps libres. Donc, vous êtes 10. Chacun de vous va chercher, papa, ton ami, c'est facile d'avoir accès à l'ami de papa, à l'ami de maman, etc. Et avoir accès à d'autres personnes dans d'autres entreprises. Vous avez une carte de menu, vous prenez un ordinateur, vous rentrez dans un cyber, vous faites une carte de menu avec les plats que le monsieur il a fait dans son restaurant. Et vous vendez au même prix, à 2500. D'accord? Donc vous avez eu 500 francs par plat. Et ces 500 francs par plat là, chacun de vous a eu peut-être 2 clients. Donc vous êtes 10, ça fait 20 clients. De ces 20 clients-là, vous cherchez 2 clients par semaine. Donc en un mois, vous avez 80 clients. D'accord?
Et en un mois, vous avez 80 clients, ça fait 500 francs multipliés par 80 par jour. Donc 500 francs multipliés par 100, déjà, ça fait 50 000. Donc par 80, ça fait 40 000. Donc vous faites 40 000 francs par jour de bénéfices, d'accord, sans avoir eu à ouvrir un restaurant avec la même qualité de produits. Sachant que vous avez déjà les commandes, ça ne vous coûte rien de prendre un taxi, d'aller chez le monsieur, de prendre tous les plats et d'aller livrer dans les différentes entreprises. Vous êtes 10, vous départagez, chacun va livrer ses clients au fur et à mesure et vous avez commencé à entreprendre comme ça à partir de rien. Au fur et à mesure, vos bénéfices, vous allez les épargner jusqu'à ce que vous commenciez vous-même à acheter une bouteille de gaz, à commencer à cuisiner, à vous-même aller livrer ces personnes-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Beaucoup. Il faut juste user d'imagination. D'accord? Ce monsieur-là, quand vous allez venir lui dire, moi je veux vous commander 80 plats, il va faire les 80 plats. Il va les faire pour vous. Et c'est ça en fait l'avantage. Si vous voulez, pour démarrer, vous dites, bon, on est ensemble, bon, le plat fait 2500, on n'a pas l'argent pour acheter les 80 plats chez le monsieur. Bon, on va livrer 10 plats d'abord. Les 10 plats, ça fait 25 000. Nous sommes 10. Bon, chacun va chercher 2500. Donc, pendant le mois, vous avez le temps de cotiser ça. Donc, les 2500, vous allez acheter 10 plats. Vous allez partir livrer les 10 plats. Et vous allez prendre l'argent pour venir déposer le reste, pour venir prendre les plats encore, ainsi de suite. Si ce sont des clients que vous connaissez, les amis à vos parents, ils vont vous payer même avant que vous ne livriez le plat, ainsi de suite. Après, vous allez plus loin. Vous pouvez faire un plan mensuel sur 30 jours, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Entreprendre à partir de rien, c'est possible. C'est une question de stratégie et dans tous les domaines. D'accord. En tout cas, voilà qui devait donc édifier nos amis étudiants et puis l'ensemble des téléspectateurs donc, qui nous suivent en ce moment. On va à présent écouter la question de Badini Mohamed de l'Institut de sciences et de technologie, qui va poser sa question. Je voulais savoir comment vos parents ont-ils accepté votre parascolaire? Car en Afrique, on sait que plus de 95% de la famille africaine n'acquiert cela. Et j'en suis une des victimes. Merci. Oui, c'est difficile pour les parents d'accepter que leur enfant ne veut plus partir à l'école et puis il veut entreprendre. Moi, je me rappelle que mon père me disait, toi, tu penses que c'est le poulet là qui va te permettre de construire ta maison, de vivre demain, oui. Que ce que tu gagnes aujourd'hui là, c'est parce que tu es encore jeune, tu n'as pas de charge. Je lui disais, papa, rendez-vous dans 10 ans. C'est votre vision qui change tout. C'est votre vision. Moi, mon père, il a grouillé pour me trouver une bourse d'études pour aller étudier en Chine. Pour faire le master en Chine. Et je lui ai dit que je ne vais pas. Il ne m'a plus parlé pendant un mois. Jusqu'aujourd'hui, j'ai déposé les papiers quelque part là-bas, je ne suis pas parti. Tout simplement parce que j'avais une vision pour mon entreprise. Quand je faisais mes calculs, je dis, bon, on est en janvier. Jusqu'en décembre, je dois être à tel stade. Je dois gagner tant. Bon, ce que je vais gagner là, honnêtement, je n'ai pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un, d'abandonner tout ça pour aller étudier en Chine. Certes, je vais peut-être y aller, mais ça sera pour aller peut-être acheter des machines pour venir. Ça sera pour aller peut-être me promener, voir comment ça se passe là-bas, et puis venir apporter ça ici. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Aujourd'hui, là, les plus grands hommes de ce monde, ce sont des entrepreneurs. Vous regardez souvent des joueurs de football qui disent, voilà, les joueurs, ils sont bien payés et tout. Mais en fait, le club de football, là, c'est une entreprise. Vous dites les joueurs sont bien payés, ils sont 11, plus l'entraîneur. Tout le monde est bien payé. Imaginez le propriétaire du club. C'est un entrepreneur. Bill Gates a commencé dans son garage, il a réussi à créer quelque chose aujourd'hui. L'entrepreneur, c'est celui qui travaille pour les autres. C'est celui qui ne pense pas qu'à lui. L'entrepreneur, il a une idée et il décide de la mettre à profit de sa communauté. Maintenant, en la mettant à profit de sa communauté, il a besoin de certaines personnes pour l'accompagner dans son rêve. C'est pourquoi vous devez partager votre vision avec tous vos collaborateurs. Mais même là encore, il y a un problème parce que quand vous êtes dans votre rêve, ce n'est pas tout le monde qui vous suit. Ce n'est pas tout le monde qui vous suit. C'est pourquoi il vous faut avoir une très grande vision. C'est votre vision qui va vous permettre de résister à tout. À tout.
Même si demain, je vous dis par exemple, vous allez travailler dans une entreprise, vous allez avoir 500 000 ou 1 million de salaire. D'accord? Vous savez ça. Si on vous dit tout de suite, il y a un concours, allez-y passer pour être militaire, là, ça fait 150 000. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous allez regarder. Mais parce que vous savez que vous avez déjà eu une opportunité, vous n'allez pas partir là-bas. C'est un peu comme ça, la vision se passe dans la tête. Bien sûr. D'accord. Alors, on va à présent écouter la question de Ouedraogo Alassane hein, de l'IST qui est parmi nous. On va écouter sa question. Monsieur Konaté, vous êtes vraiment un jeune talentueux. Vraiment, je vous félicite beaucoup. Merci. Et moi aussi, j'investis dans ce domaine. J'ai commencé comme vous, avec 60 000 francs. J'ai 200 poules, j'ai commandé 200 poules dans ma petite ferme et actuellement j'ai 191 poules. Super. Je n'ai pas reçu une formation quelconque sur l'élevage. Donc ça m'est venu un soir comme ça, donc j'ai décidé de faire avec des petites économies que je faisais pendant les vacances. On me payait 1000 francs par jour. C'est dans ça j'ai économisé et puis commencé la chose là. Mais mon problème est que j'ai conçu le projet dans ma tête. Je ne l'ai pas mis sur papier. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut mettre un tel projet sur papier et comment s'y prendre lorsque nous sommes à mi-chemin de notre projet et que nos ressources financières sont très limitées. Ok, merci beaucoup à vous. Déjà, c'est très bien, M. Ouedraogo. Félicitations. Moi, je pense que vous avez déjà franchi le premier pas. D'accord? Et comment s'y prendre? C'est une question. Comment s'y prendre? Je vais vous répondre. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans un projet, vous avez une vision. Votre vision, vous seul la savez. D'accord? Et si vous voulez qu'elle se réalise, vous êtes obligé de poser des actes. Sinon, personne ne la sait. D'accord? Quand je vous demande aujourd'hui, vous avez commencé ça. Vous voulez aller où? Vous voulez arriver à quel stade? D'accord? Le projet sur papier, là, c'est quoi? C'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Avant de commencer, je suis sûr et certain que vous avez demandé un devis. Combien de poussins vous allez acheter avec l'argent que vous avez? Combien de poussins ça peut acheter? Combien d'aliments ça peut acheter? Aujourd'hui, là, vous savez à combien vous allez vendre vos poulets? N'est-ce pas? C'est tous ces éléments-là que vous notez. J'aurai ça comme charge, j'aurai ça comme profit. Je veux vendre mon poulet à tel prix et je vais avoir ça. Si j'ai ça, pendant 3 mois, je vais augmenter ma production de tel nombre. Et si j'augmente ma production de tel nombre, en 1 an, voilà ce que je vais gagner. En 5 ans, voilà ce que je pense gagner. Et vous regardez maintenant le chiffre de 5 ans, et puis vous dites, ça, il faut que je travaille pour arriver là. En même temps, il y a des méthodes. Vous pouvez taper sur Internet, modèle de business plan. Vous avez ça partout sur Internet. Ils vont vous demander, ils vont vous montrer les étapes. Donc, c'est valable pour tout le monde, modèle de business plan. Ou bien, j'ai un modèle aussi que j'ai créé qui est beaucoup plus adapté à l'entrepreneur qui veut lui-même comprendre son projet. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont ce problème-là. Ils ont un projet et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à écrire le projet sur papier, mais ils l'ont en tête. Il y a des méthodes. Moi, j'ai créé un document pour ça, pour leur permettre... c'est des questions qu'on leur pose. C'est comme si je vous pose des questions sur votre projet. Donc, après, je pourrais vous l'envoyer. D'accord. Voilà. Nous allons, Aziz, tu restes avec nous. Nous allons à présent aborder une autre étape de cette émission, une autre rubrique. Et à présent, nous allons écouter le conseil de la maison de l'entreprise par l'entremise de M. Lompo. J'ai le plaisir justement de vous entretenir sur un sujet qui est l'entrepreneuriat à 0 francs ou à moindre frais, j'allais dire. Alors,
nous avons très souvent des ressources nécessaires pour entamer le développement ou l'amorçage de notre projet, mais sauf que nous minimisons la richesse dont nous avons à notre portée. Pour peu qu'on ait la santé, vous savez que certains, même avec un handicap, parviennent justement à dompter cela pour développer des solutions pour des biens portants. Et pour nous, tout est question de la puissance même de la volonté et de la discipline personnelle. Il faudrait simplement avoir du cran, de l'audace, se lancer dans un domaine où on cherche à performer, savoir apprécier les ressources dont on a accès, accepter aussi de gravir les échelons. Il faut accepter de faire toutes les classes nécessaires. Et vous savez, et comme nos entrepreneurs modèles, l'histoire de certains grands ricismes de ce pays montre que l'on peut quitter de statut de vendeur ambulant de journaux dans la rue à la position de grands patrons d'entreprise ou d'imprimerie moderne. Donc, les jeunes aujourd'hui doivent apprendre à commencer des projets avec des moyens modestes et chercher à performer dans l'innovation. Vous savez, quand vous avez cette fibre entrepreneuriale, ce qui vous reste, c'est d'innover. Et l'innovation a son importance. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'initier ou démarrer des projets à moindre frais. Et je vais vous expliquer. L'innovation permet d'initier des projets sans grand moyen. Et cela passe nécessairement par quoi? Par l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de communication, surtout qu'on est dans l'ère du numérique. Et aussi, il faut noter l'énergie, l'exploitation des énergies renouvelables qui permettent bien sûr de pouvoir développer des projets à moindre frais. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut bien ouvrir une boutique. Du fait que tu n'as pas assez de moyens pour construire la boutique, mais tu peux ouvrir un magasin de distribution en ligne. Voilà. Donc, et ça te permet pas nécessairement d'utiliser de grands moyens pour la construction, mais déjà à travers votre smartphone, vous avez déjà votre magasin que vous surveillez et vous faites la promotion. Donc, ça vous permet de démarrer votre projet à moindre frais. Et il faut noter aussi que si vous voulez, en tant que jeune, entreprendre, vous ne pouvez pas faire l'économie de la recherche, de la lecture des ouvrages et des presses spécialisées. Voilà, au lieu de surfer sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp et autres, investissez votre temps dans les recherches, dans des domaines porteurs, dans des domaines sur lesquels vous pouvez justement entamer un projet. Il faut aussi vous former. Les occasions de formation en entrepreneuriat, il faut y aller. Et il faut aussi vous former dans des domaines techniques, surtout les techniques des métiers, surtout. OK? Et aussi savoir faire des stages dans des métiers de votre choix. Les domaines dans lesquels vous voulez vous investir, il faut essayer de faire aussi des stages. Et comme on dit, si cette fibre vous tient, bien, il ne vous reste que d'avoir une bonne dose d'audace. Et comme disent, j'aime bien, l'ancien ministre et premier ministre Tertis Zongo, si vous n'avez pas de l'audace et l'estime de vous-même, vous resterez toujours soumis aux autres, quelles qu'en soient vos compétences. Nous allons à présent, amis téléspectateurs, en quelques minutes, écouter et surtout regarder des jeunes candidats porteurs de projets. En tout cas, notre invité d'aujourd'hui va défendre son projet devant vous. Je vous demande d'accueillir Sawadogo, alias Luron. Il est économiste. Nous sommes deux frères et nous avons eu l'idée de mettre en place
virtuellement une entreprise depuis janvier 2017. Et cette entreprise se nomme les Frères Économistes. Nous évoluons dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Pour le moment, c'est une entreprise très embryonnaire. On dépose tout ce qui est matériaux de construction, le sable, les briques, les pavés et autres. Et vu vraiment la limite vraiment de notre possibilité de production, vraiment je profite de cette émission pour demander vraiment toute bonne volonté de tout partenariat, d'accompagner vraiment notre initiative parce que vraiment j'y crois. Nous croyons vraiment à cette initiative, à notre entreprise et nous avons une vision. Et cette vision, c'est de limiter vraiment le problème du chômage au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Notre objectif, c'est d'être des créateurs d'emplois plutôt que d'être des demandeurs d'emploi et de montrer vraiment un vrai modèle pour tous les jeunes de toute l'Afrique et du monde entier. Aziz, tu as écouté notre candidat. Alors, qu'est-ce que tu as à lui dire? Déjà, bravo d'avoir une vision. Il faut savoir que la vision, elle est évolutive. La vision, dans la vision, il y a beaucoup de choses. Donc, la vision qu'il a donnée, elle est vaste. Elle est un peu floue pour moi. D'accord. Dans ce sens même où tout entrepreneur, sinon toute entreprise, veut réduire le taux de chômage et créer de l'emploi. Dans son domaine précis, j'aurais voulu entendre, par exemple, une vision dans le sens même où il veut moderniser, d'accord, l'achat des matériaux de construction, d'accord, dans son pays. Et ça, c'est une vision qui est beaucoup plus pratique. D'accord. D'accord. Parce que j'ai pas entendu aussi la cible. Le matériel de construction qu'il achète et qu'il revend, il vend à qui? Est-ce que c'est à tous ceux qui construisent? Est-ce que parmi ceux qui construisent, il y a ceux à qui il vend et il y a ceux à qui il ne vend pas? Voilà, on peut vendre du poulet, mais ce n'est pas à tout le monde en vend du poulet. Bien sûr. D'accord. Le prix de son sac de ciment n'est pas forcément celui auquel il veut vendre aux grossistes. Donc, il doit avoir sa cible. Sa cible, c'est qui? D'accord. Pourquoi est-ce que c'est sa cible? Où est sa cible? Quel est l'environnement dans lequel il veut travailler? Est-ce que c'est dans tout le Burkina? Est-ce que c'est à Ouagadougou? Parce que les données changent. Même le prix des matériaux n'est pas pareil sur les différentes villes. Oui. Ainsi de suite. Ça permet de bien ficeler son projet. D'accord? Et à partir de là, il peut dire, j'ai 10 clients qui sont réguliers, qui fonctionnent avec moi. D'accord? Et pour ces clients-là, je n'arrive pas à les satisfaire. Je veux un financement pour pouvoir satisfaire mes clients. On ne demande pas un financement quand on n'a pas de clients. Bien sûr. On demande un financement quand on a trop de clients. D'accord. Ce financement-là est beaucoup plus utile. D'accord. Et donc, il doit travailler à avoir trop de clients. Il doit travailler à avoir de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que... J'ai pas entendu l'innovation. Oui. Dans tout projet, l'innovation, c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui le vendent. Le ciment, etc., les matériaux de construction. Qu'est-ce que lui, il apporte de nouveau? D'accord. Qu'est-ce qu'il apporte de mieux? Est-ce que c'est du service qu'il fait? Parce que je suppose que tous ceux... Aujourd'hui, je me lève, je veux construire ma maison. Ben, je vais chercher dans le quartier qui vend ciment. Je vais chercher dans le quartier qui vend briques, qui vend tuyaux, qui vend des fils, etc. Oui. Donc, sans forcément les connaître. Mais peut-être que, grâce à lui, j'aurais eu peut-être accès à une entreprise que j'allais appeler directement pour dire que, bon, moi j'ai besoin de caroleurs, j'ai besoin de maçons expérimentés. Donc, il garantit l'expérience. Ce n'est pas un maçon qui va venir faire mon travail, un faux travail pour partir. Bien sûr. Ainsi de suite. Il a créé quelque chose de nouveau et n'importe quel Burkinabé peut se lever pour dire, j'appelle... vous avez dit quel nom? Sawadogo. 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 Oui. Voilà, le nom de son entreprise. Je sais qu'avec eux, je pourrai avoir du matériel de qualité et que si ce n'est pas bon, je peux retourner. On peut me faire livrer, par exemple. D'accord. Je peux avoir des personnes de qualité pour venir travailler sur mon site. Et je sais que M. Ouedraogo va suivre les travaux. Les travaux, oui. Donc, il a créé quelque chose de plus. Pour qui?
son client. Son client, c'est qui? C'est un citoyen lambda qui veut construire sa maison. Ce n'est pas tout le monde. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement au thème de ce rendez-vous de Entreprendre. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Aziz Konaté. Alors Aziz, on arrive au thème de cet entretien. Alors, peut-être un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de pouvoir demander aux jeunes de pouvoir rêver grand, de se dire que leur destin est entre leurs mains, de regarder l'Occident, de regarder la Chine, de regarder les plus grands pays, de regarder ce qu'ils font et de eux décider de rapporter ça dans leur pays. Et ça, c'est comme ça qu'on commence par avoir une idée de projet, de commencer à regarder ce que votre pays importe. Et de rentrer dans ces domaines-là pour éviter les importations, pour créer de la valeur ajoutée de façon interne dans tous les domaines. D'accord. Donc, il faut aussi que les jeunes soient actifs dans le partage. D'accord. Donc, j'estime que chacun d'entre nous doit pouvoir partager le peu qu'il peut. C'est quand on a 1000 francs, on peut partager 100 francs. Oui. On ne va pas attendre d'avoir 10 millions pour pouvoir partager 10 000. Oui. Et ça, c'est au-delà de la finance. Ce sont des règles de vie et qui permettent à tout un chacun de pouvoir être heureux dans sa communauté. Partagez, partagez et apprenez davantage. Je vous remercie. Et c'est sur ces sages conseils de M. Aziz Konaté qu'on vous dit infiniment merci d'avoir été des nôtres, amis téléspectateurs, amis publics. Et c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouvera très prochainement pour un autre numéro de Entreprendre. Merci et à bientôt.